si vieux, ça me fait penser. Tu sais. Ici Gianna. Dans le cadre de mes entrevues inspiration, comme vous savez, j'ai toujours le privilège de recevoir tellement de femmes inspirantes et je les dépose sur ma chaîne YouTube. Je vous invite fortement à aller vous abonner si vous voulez voir des entrevues inspirantes de ces femmes-là. Parce que des fois, si vous voulez pousser un peu, si vous voulez foncer, vous avez une petite peur, une entrevue, une phrase, un mot peut changer votre vie. Pourquoi pas? Donc, profitez-en, ce sont là, allez vous abonner pour les écouter quand vous voulez, à volonté. Aujourd'hui, je reçois une femme d'affaires, une femme extrêmement inspirante par son parcours, vous allez voir par vous-même. C'est la présidente et la fondatrice du concept d'entraînement cardio plein air, Danielle Dano. Alors, Danielle, maintenant, c'est une conférencière, donc son concept est vendu. Et là, on va savoir un petit peu plus tantôt dans l'entrevue. Maintenant, elle est conférencière, elle est porte-parole de la Guignolée de la Rive-Sud depuis 10 ans. Elle fait du mentorat aussi auprès de ses franchisés parce qu'elle a à peu près 50 franchises. C'est une femme qui a réussi extrêmement bien. Elle a écrit plusieurs livres, entre autres le livre « S'entraîner à ciel ouvert ». Cardio plein air, s'entraîner à ciel ouvert. Elle a reçu plusieurs prix de distinction aussi. C'est une femme extrêmement généreuse, avec un grand cœur et j'ai vraiment hâte d'aller la rencontrer et je vais vous laisser par vous-même juger. À tout de suite. Bonjour Danielle. Bonjour Gianna. Merci d'avoir accepté cette entrevue. C'est moi qui te remercie. C'est un privilège pour moi. Alors, dans le cadre de mes entrevues inspiration, afin d'inspirer la femme toujours à pousser et à aller plus loin, alors je t'ai trouvée tellement inspirante avec ton parcours. Merci. Et j'ai décidé de faire cette entrevue avec toi. Tout d'abord, je commence toujours par l'enfance parce que je suis toujours impressionnée par les femmes qui réussissent et pour voir quel était leur cheminement quand ils étaient enfants. Donc là, j'ai su que tu viens de la Rive-Sud de Montréal. Tu es née... Je suis née vraiment loin, okay. Dans la région de Gatineau. Ah, de Gatineau. J'aime toujours dire que je suis un petit bébé d'Hall parce que je suis née à Hall. Ah. Okay. Mon père qui était banquier, un homme très conservateur. Fait que je viens vraiment d'une famille modeste à la base. Mon père, très conservateur banquier, a eu avec ses promotions, à déménager très, très souvent. Moi, avant l'âge de 12 ans, je suis déménagée 9 fois. Oh. Il y a des endroits où on est resté à peine 6 mois. Alors ça, je pense que ça forme le caractère aussi. Et ma mère, une femme très conservatrice aussi, traditionnelle, maman à la maison, pas beaucoup de confiance en elle. Fait que quand on regarde mes deux parents, j'étais pas nécessairement destinée à être entrepreneur. Dans ta famille, il y avait comme les rôles de genre divisés. C'est ce qui a fait en sorte que ça a forgé ton caractère. Et ça, je serais curieuse de savoir comment. Oui. Mon père, c'était vraiment un homme traditionnel, là, un peu misogyne, on va le dire. Où est-ce que j'ai été élevée vraiment avec le double standard. J'aime toujours donner l'exemple. Moi, à 20 ans, ça faisait déjà 4 ans que je conduisais. J'avais pas le droit de prendre la voiture pour aller à Montréal parce que j'étais une fille. Mon frère, qui avait 16 ans, en même temps que moi, j'avais 20 ans, venait de prendre ses cours de conduite et avait le droit d'aller à Montréal. Fait que, tu sais, ça nous donne un peu le portrait de comment on a été élevés. Ma mère, qui avait très peu confiance en elle, était comme mon modèle de femme, mais que je ne voulais pas nécessairement comme modèle. Alors, ça aussi, ça a fait de moi, je vais essayer de tout faire pour prouver à mon père que j'ai de la valeur, puis que je peux arriver à quelque chose, puis essayer d'aller chercher cette confiance en moi que j'avais pas enfant, mais de la développer au fil du temps. Donc, c'est de là le sentiment d'être entrepreneur à 19 ans, ou est-ce que tu as décidé d'ouvrir? Ben, en fait, c'est arrivé vraiment malgré moi parce que, bon, moi, j'ai dansé toute ma vie, là, de l'âge de 5 ans jusqu'à 25-26 ans à peu près. Et puis, mes parents ont arrêté de payer mes cours de danse à l'âge de 18 ans. Parce que mon père me disait qu'il était sorti des HEC, lui, comme pas homme d'affaires, parce qu'il n'est pas entrepreneur du tout, mais dans le monde des affaires, me disait,
tu ne gagneras pas ta vie avec la danse, il faut que tu penses à diriger vers quelque chose de sérieux. Donc, nous, on ne paye plus tes cours de danse. Alors, j'ai décidé de m'inscrire au HEC pour faire un peu comme lui, puis essayer de créer un lien avec mon père aussi, parce que la relation, elle était difficile. Et quand j'ai su, des circonstances dans ma vie m'ont informé qu'un bac en danse existait à l'UQAM. Alors, j'ai décidé d'aller passer les auditions et j'ai été reçue au bac en danse à l'UQAM. Et en même temps, la fille qui m'avait parlé du bac en danse était une fille avec laquelle je donnais des cours de danse aux loisirs de la ville de Longueuil, qui étaient les loisirs de mon quartier. Puis j'ai vu que j'avais un talent de chorégraphe, un talent de professeur aussi. Alors, c'est ça qui a fait en sorte que je me dis, je vais me diriger vers la danse, le bac en danse. J'ai adoré ces études-là. Puis j'avais quitté le HEC après 2 ans. Il me restait juste une année à finir, puis je n'avais pas fini. Et puis, quand j'ai créé mon école de danse, c'est que les élèves que j'avais connus au loisir de la ville de Longueuil m'ont dit, ben nous, on te suivrait si tu ouvrais quelque chose. Alors, je suis devenue entrepreneur vraiment bien malgré moi. À un moment donné, ça a moins fonctionné. Et puis, j'ai trouvé ça tellement inspirant là, que tu t'es retrouvée sur l'aide sociale. Et puis ça, quelqu'un qui s'est relevé de ça, c'est de la résilience. Et ça, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, des fois, on plonge et il y a des gens qui descendent vraiment creux dans la cave et qui restent là. Mais toute une résilience de pouvoir se relever. Oui. Bien, mon premier coup dur, en fait, ça a été la fermeture de l'école de danse en 86 à cause de mon âme de missionnaire. J'avais des petits élèves qui me disaient, Danielle, je ne pourrai pas revenir l'an prochain, mes parents n'ont pas d'argent. J'avais des petits élèves qui disaient aussi, je ne pourrai pas participer au spectacle de fin d'année car mes parents n'ont pas d'argent. Puis je disais, venez quand même. Mais quand on fait ça avec beaucoup de monde, la rentabilité n'est plus là. Fait qu'en 86, j'ai fermé l'école de danse, mais la scène me manquait. Moi, de 5 ans à 25 ans, j'ai été sur une scène tout le temps dans des spectacles. Et là, j'ai décidé de me diriger vers l'art dramatique. Et là, j'ai passé des auditions pour la télé, le cinéma, le théâtre, tout ça. J'ai été 5 ans sans rien avoir du tout. Puis en 93, j'ai décroché un rôle à la télé, un rôle principal assez important, avec 1,1 million de codes d'écoute. Et ça a duré 2 ans. Là où j'ai pas fait attention à mon argent, parce que je comptais sur la 3e année de tournage, où là, je pouvais me dire, je vais ramasser mon argent, me créer de l'épargne, puis tout ça. Fait que les 2 premières années, je me suis amusée, j'ai gâté mes amis, je me suis gâtée, ma famille aussi. Et la 3e année ne s'est pas faite en téléroman, elle s'est faite en roman. Un conflit entre l'auteur et le réalisateur est advenu, ce qui fait que l'auteur a dit, ben il n'y aura pas la série, mais moi, je vais écrire le roman. Ce qui fait que je n'ai pas eu ma 3e année. Et là, je me suis vraiment retrouvée dans la dèche. Financièrement, ça a été le vide. Et là, j'ai dû faire appel à l'aide sociale. Et à mon agent à l'époque, qui s'appelle Régent, je vais me rappeler de lui toute ma vie, je lui ai dit, donnez-moi 6 mois où j'aurai de l'aide sociale, mais permettez-moi de monter quelque chose, une business, et je vendais des produits de beauté et santé. Et puis, il m'avait dit, parfait, je vais te faire confiance, pendant 6 mois, tu auras ton aide sociale, puis en même temps, tu peux développer ta business. Alors, je voulais vraiment tout faire pour m'en sortir. Je vendais des produits, j'ai passé des pamphlets sur la rue Sainte-Catherine pour d'autres entreprises, j'ai passé des petites bouchées dans les banquets, dans les cocktails. Wow, quelle détermination! J'ai été Mickey Mouse dans un défilé de mode pour enfants parce qu'à 5 pieds et 2, j'étais la seule qui rentrait dans le costume. Fait qu'on est vraiment très loin des années de gloire que je venais de vivre en télévision parce que je faisais les galas artistes, j'étais dans les magazines, tout ça. Mais ça m'a appris à mettre l'ego à sa place puis dire, dans le fond, ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas ça qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vraiment nos ressources intérieures qui vont faire en sorte que on va faire notre chemin, puis on va réussir dans le fond. Tu avais toujours ce sentiment ou cette conviction qu'il faut se relever tout le temps? Ben oui, puis Robert Lepage disait la nécessité est la mère de l'invention. Puis quand on a faim, parce que j'ai vraiment été pauvre, là, quand on arrive sur l'aide sociale, on a de la misère à manger, là. Donc, j'avais pas le choix de faire des choses pour... J'étais en état de survie. Puis souvent, un des conseils que je donne aux jeunes femmes qui se partent en affaires, qui me disent
je vais garder ma job à temps partiel, puis je verrai si ça fonctionne ou pas. Je fais, non, on ne peut pas avoir de plan B. Si tu as un plan B, tu vas te rasseoir sur ton plan B, puis tu ne développeras pas ta business. Donc, moi, j'avais pas le choix. J'en avais pas de plan B. Il fallait que je fonce en avant. Mais ça, c'est vrai, parce qu'on entend aussi des fois des entrepreneurs même qui nous disent, parce que moi-même, je voulais foncer dans le monde de conférencier, puis on m'a dit, « Ah, mais garde ton travail d'enseignante quand même, en cas où. » Tu vois, donc, puis si je le garde, quand je l'ai gardé, mais c'est vrai que je me forçais pas, tu sais, pour aller donner mes conférences. Mais là, je suis au pied du mur et je dis, là, il faut que je fasse quelque chose parce que là, je ne suis plus enseignante, là, tu sais. Donc, c'est de là ton... Ouais, pas de plan B. Puis je pense que les entrepreneurs qui réussissent n'ont pas de plan B. C'est ça. Ouais. Puis la plupart, si on regarde leurs histoires, ils descendent vraiment creux, là. Hein? Ça arrive souvent, effectivement, mais ça crée tellement de force intérieure, justement, d'aller les chercher, ces ressources intérieures-là, que ça fait de nous des gens solides après. Oui. Parce que toutes les histoires de succès, tu as raison, je pense à Lise Wattier qui a eu un feu dans ses entrepôts, juste au moment où elle avait ses entrepôts pleins, parce qu'elle avait eu une grosse commande. Il y en a plein d'histoires comme ça. On peut penser à Ford aussi. Je lis beaucoup de biographies de gens qui ont réussi, puis il n'y a pas personne qui a eu le succès facile. Puis en 2000, c'est le concept d'entraînement... Cardio plein air qui est arrivé. Comment c'est arrivé, ça? Bien, juste avant ça, mon premier coup dur, ça a été la fermeture de l'école de danse. Mon deuxième coup dur, ça a été l'aide sociale en 95. Puis en 99, de 95 à 99, là, je faisais plein de trucs pour m'en sortir, puis je me suis épuisée à un moment donné. Et là-dessus, il m'a pris l'idée d'écrire un livre qui est paru en avril 2000. Mais j'étais vraiment fatiguée, donc mon troisième coup dur, ça a été la dépression, un burn-out. OK, t'as fait un burn-out. Oui. Et lors de ce burn-out-là, ça a été pour moi un moment de grande introspection, où là, je me suis dit, ma vie comme je la mène, elle ne fonctionne pas. Je fais beaucoup de choses, je ne suis pas payée ou je suis mal payée, donc il manque de la prospérité dans ma vie. J'ai pas de ligne directrice, j'ai pas de focus. Alors, j'ai lu 2 livres qui ont été vraiment déterminants à ce moment-là, qui ont littéralement changé ma vie et qui m'ont amenée à créer Cardio plein air par la suite. Suite à un congrès d'exercice où je suis allée à Toronto, c'était la première fois que j'allais au congrès CanFit Pro, qui est Canadian Fitness Professional Association. On est 5000 professionnels de l'exercice à se regrouper. Le ministre de la Santé inaugure le congrès en disant « Je fais appel à vous, les gens du conditionnement physique, pour trouver des nouvelles façons de motiver les Canadiens et Canadiennes à faire de l'exercice. » Fait que ça, c'était resté dans ma tête. Je m'en vais à un atelier et c'est la première fois que je découvre les bandes élastiques. Pendant longtemps, moi, je m'étais entraînée, puis j'avais donné des entraînements d'entreprise avec les poids et haltères. Alors, je suis revenue, 6 heures de route, Toronto, Montréal, Longueuil, dans ma voiture. Et là, je vais me dégourdir les jambes dans le parc près de chez moi, au parc Michel-Chartrand. Et c'est en voyant les infrastructures du parc, les tables de pique-nique, les bancs de parc, les arbres, les poteaux, que là, je me dis, mais avec ma bande élastique, je peux reproduire toute une salle de musculation en me servant des infrastructures. Et tout ce que j'enseigne en salle fermée, parce que j'ai enseigné l'exercice en milieu d'entreprise pendant une 20aine d'années pour essayer de m'en sortir financièrement aussi, je me disais, mais mon Dieu, tout ce que j'enseignais dans une salle fermée, je peux le faire dans les sentiers du parc. Et c'est comme ça que l'idée a germé. Et je suis retournée à la course chez moi, puis là, je dis tout le temps que c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai été inspirée du Saint-Esprit. Puis ça, c'est un conseil que je donne souvent aussi aux jeunes. Quand vous avez une intuition, suivez-la. Elle n'est pas là pour rien. Et là, j'ai écrit mon concept, qui était très novateur à l'époque, parce que si on se remet en contexte, en 2000, personne ne s'entraînait dans les parcs. Oui. Il n'y avait pas d'entraînement de groupe. On ne joguait même plus au début des années 2000. Les médecins disaient que c'était proscrit parce qu'on pouvait se blesser. Donc, c'était très, très novateur. J'étais vraiment pionnière. Et j'ai mis des petites affichettes, tout ça avec les petits numéros qu'on découpe, qu'on met sur les boîtes aux lettres, tout ça. Et j'ai eu 16 participants. On parle de ça il y a 22 ans. Aujourd'hui, ils sont 30 000 annuellement à s'abonner, à s'inscrire avec Cardio plein air. On est installé dans... Puis je dis encore « on », nous, parce que j'ai vendu mon entreprise il y a 2 mois, mais mon lien d'attachement est vraiment très fort. Mon deuil n'est pas encore fait.
quelles sont les ressources qui t'ont aidé à l'époque quand tu as parti? Au tout début, un coach d'affaires. Je suis vraiment allée me chercher. Puis ça avait été un contact que mon père m'avait donné. Donc, c'est un bureau de comptable et de consultation. Puis ça, c'est quelque chose que je recommanderais vraiment à tout le monde parce que... Un coach d'affaires. Oui, quand on part en affaires, tu sais, on ne sait pas nécessairement comment déterminer nos prix, notre coût de revient, des choses comme ça. Donc ça m'a vraiment... Oui, j'ai appris des notions comme ça au HEC, mais de le mettre pratico-pratique dans ta business, c'est important. Après ça, au fil des années, chez Cardioplanage, j'ai eu un comité de sages dont Joanne Berry fait partie, que tu as déjà interviewé. Alors, je suis allée me chercher Joanne en RH, parce que c'est son domaine, puis elle est la top au Québec en ressources humaines. Je suis allée chercher François Desrosiers en marketing, qui est un professeur aussi à l'université, mais qui a sa propre firme, et comptable, fiscaliste, tout le volet finance avec Pratt Imbeau, Sylvain Imbeau. Donc, ces trois personnes-là faisaient partie de mon comité de sages pour me guider, me challenger lors de l'établissement de mes plans stratégiques, justement. Et faire partie de regroupements de gens d'affaires. Du réseautage, on n'en fait jamais trop. Le RFAQ, pour moi, ça, c'est hyper important. Ma chambre de commerce sur la Rive-Sud aussi. Le Conseil québécois de la franchise, parce que moi, je suis devenue franchiseur, tu sais, 4 ans après avoir démarré mon entreprise. Le Conseil québécois m'a beaucoup guidée. Et le groupement des chefs d'entreprise, pour moi, ça, c'est très cher à mon cœur parce qu'on dit tout le temps dans un club du groupement, on est 10 individus ensemble, puis ce sont les 10 personnes les plus intimes, les étrangers les plus intimes avec lesquels on est, parce que tu peux parler de choses que tu ne peux pas dire nécessairement, même à ta direction au sein de l'entreprise, que tu ne peux pas dire à tes employés, que tu ne peux pas dire nécessairement à un conjoint non plus, parce que ça pourrait inquiéter ces gens-là. Mais tu peux partager tes états d'âme, tes questionnements. Des fois, on a envie de tout lâcher, mais si tu dis ça à tes équipes, ça peut les insécuriser. Donc, de le communiquer avec des entrepreneurs qui vivent la même réalité que nous, bien, je pense que c'est vraiment formateur. On apprend énormément les uns des autres comme ça. Donc, il faut aller chercher des ressources et... c'est ça la clé pour ne pas se retrouver seul, des fois, et abandonner, se décourager parce qu'on n'a pas... Oui, ça prend des cheerleaders autour de nous. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on a beaucoup de ressources qui n'existaient pas auparavant. Qui n'existaient pas auparavant, c'est ça. Donc, tu peux voir sur Internet un mot-clé et tu as toutes les ressources. Donc, absolument. Aller chercher un mentor au début si on n'a pas les ressources financières pour se payer quelqu'un. Mais c'est ça, je m'allais dire, tu avais ces ressources-là pour payer, parce que tu avais Joanne, tu avais comme plusieurs personnes. Oui, bien, au début, mes coachs d'affaires, ça a été payé par des subventions du Centre local d'emploi, Emploi Québec. OK, donc on peut en avoir ça. Oui. Tout ce qui est coaching de démarrage, il existe tellement de programmes. Surtout, c'est bon de savoir, si vous avez en bas de 35 ans, ce qui n'était pas mon cas, moi j'avais 39 ans quand j'ai démarré Cardioplanage, mais en bas de 35 ans, c'est fou tout l'argent qui existe et souvent on ne le sait pas. Donc, allez vers des coachs d'affaires qui vont pouvoir vous diriger vers les bonnes subventions, justement. Mais sinon, un mentor, tu sais, vous cognez. Moi, j'ai coaché une jeune femme qui est ici à Boucherville. Sa firme s'appelle Tocadance, c'est de la danse sociale. Puis elle m'a rencontrée dans une activité de réseautage, puis elle m'a dit « Danielle, j'aimerais beaucoup que vous soyez ma mentor. J'ai pas l'argent. » J'ai fait « Là, je peux pas te prendre parce que j'ai déjà quelqu'un que je mentore. J'essaie de prendre un mentoré ou une mentorée par année à peu près parce que j'aime bien m'investir avec la personne. » Alors, j'ai dit « Rappelle-moi l'année prochaine quand je vais avoir terminé avec l'autre personne. » Elle m'a rappelé. Puis on a travaillé 1 an ensemble à raison d'1 fois par mois. Je lui donnais des devoirs à faire. On a augmenté son chiffre d'affaires de 12 % et sa rentabilité de 50 %. Ça lui a rien coûté à Ilam, mais elle a pu bénéficier des conseils d'une femme qui a plus d'expérience, tout ça. Donc, je conseille aux jeunes femmes de ne pas se gêner, d'aller, puis vous allez en trouver. Si ce n'est pas une première personne, essayez vers une deuxième, une troisième personne, vous allez trouver. C'est ça, il ne faut pas arrêter au premier nom, dans le fond, parce que c'est sûr qu'on va avoir des noms. Oui. Quand tu démarres, tu as plus de noms que de oui. J'imagine que tu en as eu toi aussi. Absolument. Mais il ne faut pas lâcher. La différence entre les gagnants et les perdants, c'est que les gagnants ont persévéré. C'est juste ça. Mais c'est ça. Et quand l'hiver perdu...
Si ça ne fonctionne pas bien dans les premiers mois, si c'est difficile, couper le cordon, puis aller ailleurs, quitte à retarder le projet avec quelqu'un d'autre, mais au moins de partir sur des bonnes bases. Puis je dirais que c'est la même chose dans toute relation d'affaires ou même relation humaine. Si ça achoppe dès les débuts, on est supposé être en lune de miel là, partout. Oui. Si ça achoppe dans les 3 premiers mois, donc, là, ça vaut pas la peine de persévérer. C'est ça. Donc, dans le fond, c'est de l'acharnement, ça devient? C'est de l'acharnement. C'est tellement bien dit. C'est ça. Oui, c'est de l'acharnement. Ça donne rien de ça faire donne ça, rien. parce que tu vas c'est retarder. juste pire. C'est juste pire. Ouais. Ouais. J'ai appris avec les années à faire rentrer la tête et pas juste le cœur. Mais un entrepreneur, à la base, par définition, ça va suivre son gut feeling. Fait que c'est pas nécessairement émotif, mais c'est intuitif. C'est ça la différence que j'ai fait au fil des années. Avant, c'était juste les émotions, l'impulsion. Maintenant, oui, je vais suivre mon cœur pour faire telle chose ou m'en aller dans telle direction ou aller chercher tel partenaire, mais il faut toujours que ce soit des décisions qui soient chiffrées. Et c'est l'erreur qu'on fait très souvent quand on démarre en affaires. On ne chiffre pas nos trucs. La rentabilité, le bottom line, il est important. Puis est-ce qu'il y a un mythe que tu aimerais comme... déconstruire? Oui, déconstruire, ben, que ce soit dans ton métier ou pour les femmes. Ou... Ben, dans mon milieu, je dirais, qui est l'activité physique, très souvent, on pense qu'on est des super-héros, qu'on s'entraîne tout le temps, ça nous tente tout le temps, on fait jamais de dérapage alimentaire. Non. On est des humains comme tout le monde. Parce que j'ai déjà croisé des gens à l'épicerie qui regardaient, puis tu sais, j'avais mon t-shirt cardio plein air, puis qui regardaient mon panier d'épicerie, puis oui, des fois, je pouvais avoir des chips dedans. Oui. Fait que ça, un entrepreneur à la base, c'est un humain. Oui. Là, je parle beaucoup dans mon milieu, qui est l'activité physique, mais je pense que c'est à tous les points de vue. Il faut voir l'humain derrière l'entrepreneur. On est là avec nos émotions. Mais c'est ça, oui. On est des êtres sensibles aussi. T'sais. Puis quand quand tu sais ce que tu fais, exemple, tu sais que tu as ce sac de chips-là que tu vas manger, des fois, ça fait du bien, mais tu sais que tu vas pas le faire à tous les jours. Tu sais que tu vas t'entraîner, tu sais la quantité, c'est la modération. Donc, on essaie de mettre en application, bien sûr, toutes les belles notions qu'on montre à tout le monde. Mais oui, on a le droit à du dérapage par moment, puis c'est de se ressaisir, tout simplement. Sérieux, mais ça va changer. Le monde des affaires, c'est plutôt, on voit plus d'hommes que de femmes. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le sens? Tu le ressens que... Ben, je le vois dans les concours auxquels j'ai participé parce que j'ai eu la chance, le bonheur d'avoir 15 ou 16 distinctions. Je me souviens un peu du nombre. Et je le vois quand on est finaliste sur 30, admettons, on est peut-être 4 femmes. Donc, il y a encore de la place, mais je pense que c'est beaucoup parce que les femmes n'osent pas se présenter. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on je pense que c'est l'espèce de syndrome d'imposteur. J'ai eu cette discussion-là avec Ruth Vachon à un moment donné. Mais tu sais, les femmes n'osent pas. Souvent, c'est leurs employés ou des amis qui vont dire « présente-toi », tu sais. Ben, fait que moi, j'incite beaucoup les femmes à le faire. C'est un exercice incroyable à faire d'analyse et de réflexion sur notre entreprise. Puis plus il y a de femmes qui vont le faire, ben plus dans les concours, on va voir du 50-50, justement. Puis on a tellement un leadership différent de celui des hommes. Je trouve que les femmes ont un leadership de collaboration, beaucoup plus, les hommes un peu plus directifs. Fait qu'on a beaucoup à s'apporter, et hommes et femmes. Puis au groupement des chefs, dans le club dans lequel je suis, on a la parité homme-femme. Et les hommes, dernièrement, faisaient un beau témoignage à nous, les femmes, de dire à quel point ça amenait de l'équilibre dans le club. Fait qu'on a beaucoup à s'apporter, et hommes et femmes. Là. Mais je pense que ça vient de notre éducation jeune. Moi, je me rappelle que ma mère me disait, mais il faut que tu t'occupes de tes frères. Et tes frères vont aller travailler, ramener l'argent, mais toi, tu es à la maison, il faut que tu prépares le manger. Tu vois, on avait... Les rôles traditionnels. C'est ça. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Je sais que tu lis beaucoup, tu regardes beaucoup de documentaires ou Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as regardé récemment ou tu as lu qui a vraiment qui t'a influencé ou que tu aimerais peut-être Il y a 2 choses. Je suis en train de lire From Strength to Strength de Arthur Brooks. Étant donné que je viens de vendre mon entreprise, je suis en train de penser à la retraite.
Puis ce qui est difficile quand on vend notre entreprise, puis heureusement, j'ai eu la chance de parler à d'autres entrepreneurs, c'est l'espèce de sentiment d'inutilité quand on a été tellement sollicité, puis faire partie justement des cercles d'affaires, puis on est sollicité par nos employés, dans mon cas, les franchisés, puis là, on se sent comme un peu dans le vide. From strength to strength, ça nous apprend justement à développer d'autres forces pour la deuxième partie de notre vie. Je trouve ça méga inspirant. Puis j'ai vu un document. Bon livre à lire. Oui, je pense que oui. Pour les entrepreneurs qui sont comme en fin de carrière, là, je le recommande vraiment. Hyper intéressant, il y a des exercices à faire. Moi, j'aime beaucoup les livres qui nous font faire des choses. Oui, c'est ça. C'est concret, là, exactement. Et j'ai vu, je pense, il y a la semaine passée ou il y a 2 semaines, un super reportage sur Vladimir Zelensky. Puis je deviens émotive quand je pense à lui. Je sais pas comment il fait pour tenir cette guerre-là sur ses épaules. C'est un leader incroyable, résilient, qui a une conviction profonde de gagner, puis qui inspire justement son peuple. C'est un bon communicateur aussi. Extraordinaire, vraiment. Alors, moi, ça m'aide beaucoup, la guerre en Ukraine, ça m'aide beaucoup à remettre en perspective mes petits problèmes de gestion ou personnels. Mais je recommande ce documentaire-là vraiment à tous. C'est un leader incroyable. C'est sûr qu'il va laisser sa marque dans le monde au-delà des années. Oui. On sent qu'il y a probablement des valeurs qui viennent nous rejoindre, tes valeurs aussi. Bien, d'être là pour les autres, le souci de contribution. Puis moi, ma mission de vie... Tu trouves là-dedans, là, c'est ça? Oui, ma mission de vie, que ce soit à l'intérieur de Cardio Plein Air ou ce qui s'en vient, ma prochaine carrière, parce que non, j'arrêterai pas de travailler. Mais c'est ça, je m'en donner ma prochaine question. Qu'est-ce qui vient après? Oui. Mon désir profond de contribuer, de faire une différence dans la vie des gens, puis de faire du bien autour de moi. Tu sais, chez Cardio Plein Air, on dit être bien actif, mais le bien-être, pour moi, qu'il soit cognitif, mental, émotif, physique, c'est hyper important. Puis dans la suite des choses, ben, j'ai envie de contribuer à la vie des gens en inspirant par mes conférences. Je fais partie de la belle équipe de Formax, Formation Formax. Je me sens sur mon X. Autant je l'ai été à travers Cardio Plein Air, je me sens vraiment sur mon X. Puis je le vois. Les gens me disent qu'ils ont été inspirés par mon parcours ou qu'ils ont retenu une phrase. Puis je pense que c'est ça. Quand on a eu un cheminement qui n'est pas en ligne droite, mais en montagne russe, puis très sinueux, bien, ça montre aux gens que c'est pas parce que moi, je suis pas rendue en ligne droite comme ça que je suis pas bon. Non. Non, c'est des fois peut-être il faut que tu fasses des zigzags, effectivement, mais quand on relie tous les points, on se rend compte que ça nous amène à la bonne place. Mais toi, le but de vendre Cardio Plein Air, c'est de prendre ta retraite ou de faire autre chose? En fait, l'opportunité est venue à moi. J'étais pas nécessairement sur le point de vente du tout. J'étais très fatiguée après 2 ans de pandémie. Ça a été extrêmement difficile. Nous, on a été fermés 8 mois. Et puis, la direction, on a mis à pied nos employés, on a gardé juste la direction, fait qu'on faisait le travail de 10, puis on était 3, là, tout simplement. Donc, ça m'a usée. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai fait, OK, je vais m'asseoir puis regarder. Et j'ai eu 2 offres qui se sont présentées. Puis, j'ai décidé d'aller avec des gens que je connaissais bien, qui ont déjà été des fournisseurs en site web, en marketing chez nous, donc qui connaissent très bien Cardio Plein Air. Et ça a fait que la transition se fait bien parce que mes franchisés, mes employés ont été rassurés de savoir que c'est des gens qui nous connaissent, qui connaissent notre mission, qui nous ont même aidés à déterminer notre mission, notre image de marque. Donc, la suite des choses se passe très, très bien. Puis, c'est ça. Après ça, je veux continuer. Peut-être travailler une dizaine d'heures semaine. Je veux voyager beaucoup. Chose que j'ai pas fait. Ouais, que j'ai pas fait dans... J'étais beaucoup mariée à mon entreprise. Puis, bien sûr, j'aimerais ça avoir un conjoint. Fait que si vous regardez... envoyez votre CV à Gianna, puis elle pourra faire le tri. Mais Danielle, quand tu as donné la main, quand tu as vendu, puis tu as donné la main, c'est
Quelle Le émotion! sentiment. Ah, C'est tellement une belle question. Tu as vraiment des belles questions, Gianna. Non, mais sont très porteuses, mais Ouais, c'est une c'est- super question parce que c'est pas comme si, admettons, tu gagnes la loterie, puis là, tu as des millions, puis c'est juste youhou, puis là, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est pas ça. Tu as ton chèque, bon, tu signes les papiers. Il Mais y ça a va ce au-delà. sentiment-là de oui, c'est un bel accomplissement, mais il y a tout le deuil d'une vie qui vient avec Mais ça. oui. Qui n'est pas fait encore, comme je te dis. Ça vient par vague. Oh là là, mais j'en doute pas là, que ça va être des moments. Oui, c'est 22 ans de ma vie. Mais oui, mais C'est oui. mon bébé. C'est quand tu laisses aller quelque chose Ouais. qui était collé à toi. Ouais, là, ouais. C'est comme ton enfant que tu regardes grandir puis il quitte la maison. C'est vraiment ça. Excusez-moi. Ouais. Non, mais c'est tout à fait normal. Et puis, je voulais savoir vraiment comment tu l'as vécu parce que je l'imagine. Je peux pas être à ta place, c'est sûr, là, peu importe ce que je dis. Mais c'est juste, j'imagine, quand on a quelque chose qu'on tient à cœur puis qu'on laisse aller. On sait qu'il va être dans Oui, bonnes entre mains. bonnes mains, oui. Sauf que c'est toute ta vie, là, comme tu dis. C'est ta sacrifié ta vie. Oui, puis tout ça. tu quittes aussi une vie sociale, des gens d'affaires, des réseaux d'affaires. Je pense juste aux rencontres provinciales avec mes franchisés, les congrès cardio plein air. Je ne ferai plus partie de ça. Mais tu vas servir autrement. Exact. C'est ça. Exact. C'est peut-être ta mission maintenant est terminée. Elle de est s'occuper ailleurs, là, mais là, oui. elle est ailleurs. Puis il y a des gens sûrement qui t'attendent quelque part que tu ne les vois pas en ce moment, puis ils ont besoin de ton Oui, expertise, oui, oui. de toi. Le téléphone commence déjà à sonner. Mais j'en alors, doute pas. Et quand les temps sont Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à la femme entrepreneur qui veut partir, mais qu'elle a peur, qu'elle doute, qu'elle n'est pas sûre, le syndrome d'imposteur? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour l'aider à... Oui. Pour réussir, je pense, il faut absolument que ça parte d'une passion. Si ce n'est pas une passion, numéro vous avez, ça va être trop difficile parce que c'est la passion qui nous porte. C'est Steve Jobs qui disait ça. La passion va vous porter dans les moments difficiles. Et c'est vrai, il faut vraiment qu'on aime ça là, dans notre corps. Alors, la passion va être comme notre fuel pour être capable de perdurer dans le temps. De ne pas compter ses heures. Parce que si vous vous attendez à avoir une vie 9 à 5 en étant entrepreneur, dans les premiers temps, ça n'arrivera pas. Puis même quand moi, j'ai vécu de l'hypercroissance pendant des années et des années. Gérer de la croissance est aussi difficile, sinon plus, que de gérer du démarrage. Donc, il ne faut vraiment pas regarder nos heures. Puis, ayez vos cheerleaders autour de vous parce que vous allez en avoir des détracteurs. Moi, mon père a été mon plus grand détracteur au début. Il me disait, ça ne marchera pas ton affaire. Oui. Il n'y a pas personne qui va adhérer à ça. Aujourd'hui, c'est mon plus grand fan. Oui. Il y a un dossier de presse, je pense que c'est ça d'épais, avec toutes les coupures de presse qui parlaient de moi au cardio plein air. Donc, avoir vos cheerleaders, que ce soit dans votre famille, des amis, des regroupements d'affaires, c'est hyper important. De s'entourer de gens meilleurs que nous aussi. Pendant longtemps, on nous a dit travaillez vos points faibles, améliorez vos points faibles. C'est plus ça. Depuis 5-6 ans, là, on entend plus développer vos talents, misez sur vos talents, puis sachez c'est quoi vos points faibles, vos défauts, puis allez trouver des personnes qui sont meilleures que vous dans ces sphères-là ou qui les ont pas, ces défauts-là. Et c'est beaucoup plus porteur pour l'entreprise. Oui. Puis on peut avancer beaucoup plus rapidement de cette façon-là. C'est vrai que souvent, quand tu cherches quelqu'un qui a déjà passé par là, qui a déjà fait, mais tu te sauves du temps, puis tu apprends en plus. Absolument. Puis de côtoyer des gens qui ont réussi, ça va vous montrer aussi que on manquait de confiance en nous au début. On avait le syndrome de l'imposteur comme femme. Mais ça? Ben oui. Puis je te dirais que les dragons, parce que j'ai été dragonne invitée, ça a été pour moi une consécration de l'entrepreneur que je suis. Fait que ça a guéri. T'sais, admettons que mon trou était grand comme ça, il restait peut-être juste un petit trou comme ça. Et là, d'être conférencière dans un groupe de gens qui ont une grande notoriété, ça a fermé le trou.
Ça fait qu'à 60 ans maintenant, presque 61 ans, je peux dire que mon syndrome d'imposteur est guéri. Mais ça a été l'histoire de toute une vie. Toute une vie. Mais il ne faut pas s'empêcher de foncer. Oui. On fonce avec son syndrome d'imposteur. On fonce avec ses peurs. Puis on s'entoure. Quelle belle leçon. Assurer, s'écorcher les mains. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur Danielle qu'on ne se trouve pas sur les réseaux sociaux? Ben, je pense qu'on ne le sait pas que je suis célibataire. Puis souvent, Mais je moi, vais je dans- ne savais pas non plus. Je suis souvent dans les réseaux d'affaires, les gens sont toujours surpris quand je dis que j'ai pas de conjoint. Puis là, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de porter des bagues dans Des ce bagues, doigt-là, là, dans cette main-là. Fait que les gens présument que c'est ça, j'ai quelqu'un dans ma vie, que j'ai des enfants. Alors, je n'ai pas de conjoint, je n'ai pas T'as pas d'enfants. d'enfant. Je dis toujours que j'en ai des milliers d'enfants à travers le Québec. Ce sont tous nos participants. Alors ça, c'est souvent une chose que les gens ne savent pas. Et quand les temps sont durs, on se dit. Tu es extrêmement inspirante. Merci, Je te remercie Diana. beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue. C'est sûr qu'on peut parler beaucoup plus. Il y a tellement de choses à découvrir sur toi. Toute une vie. Sauf que moi, oui, mes entrevues sont 30 minutes pour ne C'est pas vraiment parfait. que les gens aient le temps de regarder, de Oui. s'inspirer. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder pour s'inspirer de ton parcours. Mais je te souhaite bon succès pour tes projets à venir. Merci. Merci énormément. Merci de faire ce que tu fais, justement de mettre de l'avant des entrepreneurs qui réussissent pour inspirer des jeunes C'est un entrepreneurs. plaisir pour moi parce que ça m'inspire moi aussi. Super. Bien avant que s'éteigne l'air.